Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Syrie, près de 10 ans après les premiers soulèvements, la guerre continue avec en ce moment une crise d'une ampleur inédite et un drame humanitaire dans et autour de Idlib. Depuis qu'elle est partie, elle fait œuvre de mémoire. L'écrivaine syrienne Samar Yazbek, auteure de 19 femmes chez Stock, est aujourd'hui l'invitée de la grande table des idées. Mais d'abord, avec Isabella Rossellini, jusqu'à midi et demi, une vie en images. Actrice, réalisatrice, mannequin et éthologue, elle est la marraine de la 8e édition de Toute la mémoire du monde du 4 au 8 mars à la Cinémathèque de Paris, le festival du film restauré qui rendra hommage à son actrice de mère Ingrid Bergman et à son réalisateur de père Roberto Rossellini et à elle-même, avec notamment la reparution d'un Blue Velvet restauré par David Lynch. Elle est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture, Isabella Rossellini. La grande table, Olivia Gesbert. Un premier rôle dans Nina de Vincente Minnelli en 1976, avant de jouer pour les frères Taviani dans Le Pré. Suivront les années Lynch, puis État second de Peter Weir, La mort vous va si bien de Robert Zemeckis, Nos funérailles d'Abel Ferrara, Two Lovers de James Gray et bien d'autres encore. Et la voilà marraine de toute la mémoire du monde, de la mémoire du cinéma et peut-être de sa propre mémoire déjà. Bonjour Isabella Rossellini. Bonjour. La mémoire, c'est un beau mot en fait. Faire mémoire, faire œuvre de mémoire aussi. Oui, beaucoup. Surtout le cinéma, c'est une bonne manière d'avoir de la mémoire. Quand je vois les films de mon père qu'il a réalisés tout de suite après la guerre, je vois aussi le changement de notre pays, même par rapport aux maisons. Quand j'ai vu des films, par exemple, sur l'Italie, sur la côte d'Amalfi, je me suis rendu compte que même s'il y a des lois qui ne permettent pas qu'ils puissent construire sur des lieux beaux comme la côte amalfitaine, on se rend compte que quand même avec tout ça, ça change, ça évolue. C'est lent. Maintenant, c'est des villas. Avant, c'était des petites maisons de pêcheurs. Donc, il y a une mémoire qui n'est pas seulement de la mémoire de l'intention de mon père, mais quand on voit des fois des films, on a aussi une mémoire d'un paysage. Et vous avez, vous, Isabella Rossellini, la mémoire longue. Est-ce qu'en revoyant certains films, vous vous souvenez très précisément de ces moments que vous avez pu vivre? Oui, il y a des moments où je me souviens. D'ailleurs, pour moi, c'est assez difficile de voir surtout les films que j'ai faits autant qu'actrice, parce que je ne regarde pas le film, je me dis « Ah tiens, je me souviens que ce jour-là, on a eu cette difficulté, ou on a tellement ri sur ça. » Donc, je suis toujours distraite par des mémoires. Vous vous laissez distraire, mais ça vous permet aussi de remonter le fil. On va repartir de Blue Velvet, parce qu'on est 35 ans après sa première sortie en salle. Blue Velvet qui revient au cinéma en France le 11 mars dans une version restaurée, 4K, supervisée par David Lynch et distribuée par Capricci. Vous êtes dans le film Dorothy Wallens, chanteuse de cabaret à la personnalité complexe. What are you doing in my apartment, Jeffrey Beaumont? I wanted to see you. Are you kidding? Who sent you here? Nobody. I've seen you before. I sprayed your apartment. I took your key. I didn't mean to do anything except see you. What did you see tonight? Tell me. I saw you come in. I saw you talk on the phone. And then? You got undressed. Do you sneak in girls' apartment to see them get undressed? No, never before this. Get undressed. I want to see you. Look, I'm sorry. Just let me leave. No way! I want to see you get undressed! Ça a été une de vos premières grandes expériences d'actrice, Blue Velvet avec David Lynch, une expérience assez extrême parce que ce rôle est fort. Comment vous la décrivez aujourd'hui encore, cette héroïne Dorothy? Elle n'est pas une héroïne, elle est une victime. Elle est une victime d'un abus. Donc oui, c'est une femme qui chante dans un cabaret, mais elle a une vie privée, très secrète. Son fils a été enlevé par Dennis Hopper. Le caractère que Dennis Hopper joue dans le film Alors, comme tous les films de David Lynch, la narrative est un peu abstraite. C'est qu'il ne raconte pas tous les détails du crime, mais il raconte l'intuition qu'il y a derrière un crime. Et donc, on a une intuition que cette femme, à part qu'il y a une scène de viol, mais un viol très ritualisé, où on comprend que la personnage qui joue par Dennis Hopper
torture cette femme. Chaque soir, elle la viole, mais aussi il a un énorme pouvoir sur elle. Et donc, voilà, c'est l'histoire d'un crime. Et Dorothy Valens, le personnage que je joue, est la victime de cette violence. Est-ce que ça a un sens de relire ce film de David Lynch, sorti en 86-87, avec les enjeux d'aujourd'hui, à l'aune des enjeux d'aujourd'hui, et notamment sur la question des femmes, des violences faites aux femmes? Je ne sais pas parce qu'on dit, je veux dire, c'était un film sur un crime. Il y a alors David Lynch, il est un metteur en scène qui est aussi un peu surréaliste. Il n'est pas tout à fait narratif. Si je dois faire une comparaison avec une peinture, c'est un peu comme Magritte, c'est un peu comme un peintre abstrait. Il s'occupe pas vraiment, il n'est pas très intéressé à la narrative, il est très intéressé aux atmosphères. Donc, Blue Velvet, on sent qu'il y a du crime, on sent que peut-être s'il est lié à la drogue, parce qu'il y a des gens qui se comportent très étrangement, donc tu crois qu'ils sont drogués, sont sous les effets de la drogue, et aussi un viol. Mais pas un viol comme on imagine un viol, une personne qui te prend dans la rue avec un couteau sous la gorge et te viole, mais un truc ritualisé où une femme est complètement prise prisonnière, même psychologiquement prise prisonnière. Alors, je ne sais pas si on peut... ce crime sur ces femmes sont toujours existé, j'imagine, du début du monde. Et voilà, nous, on a raconté cette histoire il y a 35 ans. Mais certains ont dit qu'il pouvait donner une image dégradante de la femme. C'est pas le cas pour vous, Isabella Rossellini, dans ce film, loin de là. Quand le film est sorti, il a été très controversé, parce que, justement, je crois que, par exemple, il y a une scène où moi, je marche nue dans la rue, et je suis, j'ai des bleus, j'ai été battue, j'ai du sang. On voit que cette femme est venue d'une violence. Et en même temps, c'est des jeunes gamins qui me retrouvent dans la rue et ils ne savent pas vraiment si je suis une femme nue, donc sexy, ou s'il y a quelque chose, parce que je suis battue, donc ils sont très inquiets. Donc cette ambiguïté... Très souvent, des films de David Lynch avaient un peu désorienté quand le film est sorti. Et on se disait, mais soit elle doit être sexy, une femme, la nudité, dans la tradition du cinéma, la nudité des femmes, c'était toujours une nudité, comment est-ce qu'on dit, sexy. C'était pas une nudité comme chez un boucher, où on voit quelque chose de nu, blessé, avec du sang. Donc, je crois qu'au début, quand on ne comprenait pas exactement quel était le style de David Lynch, les gens qui l'ont rejeté le film, ils jugeaient le film par rapport à ça. Et puis le film a retrouvé sa réputation. Et son sens aussi, parce que David Lynch le dit lui-même, le cinéma a son propre langage et il ne faut pas chercher à surinterpréter les films. C'est important de ne pas trop en parler. Cette héroïne, vous, comme femme, comme actrice, Isabella Rossellini, est-ce qu'elle vous a rendue plus forte dans les années qui ont suivi ou plus vulnérable ? Je ne sais pas, je veux dire, quand on travaille, il y a toujours, on apprend toujours, on apprend à travailler avec des grands artistes comme David Lynch, on apprend à travailler avec des autres acteurs, il y a une façon de collaborer, donc j'imagine que chaque fois qu'on travaille, on apprend un peu plus, mais c'est pas qu'il m'a appris quelque chose... Mais on apprend aussi à laisser l'habit de ces personnages au placard quand le film est terminé. Oui, complètement. Oui. C'est le métier d'actrice. Je ne suis pas comment est-ce qu'on dit, malade, que je reviens à la maison et je suis devenue une autre personne, schizophrénique. C'est là où a commencé votre compagnonnage avec David Lynch, que vous retrouvez 4 ans après pour Sailor et Lula. C'est un réalisateur important dans votre parcours. Oui, évidemment, parce que pas seulement il est reconnu comme un grand artiste, mais aussi il est un grand ami, nous sommes encore très amis, et donc c'est un homme aussi important dans ma vie. En 2006, David Lynch, il s'était posté dans la rue à côté d'un portrait de Laura Dern pour demander une récompense pour elle par l'Académie des Oscars. Ça, c'était après Inland Empire, Laura Dern que vous retrouvez dans ces films qu'on évoquait. Plus de 35 ans après Blue Velvet, Hollywood vient de reconnaître cette actrice. Oui. Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, un Golden Globe, un BAFTA pour son héroïne dans Marriage Story de Noah Baumbach, film Netflix.
C'est des parcours intéressants, mais on se rend compte quand même qu'il a fallu attendre pour elle l'âge de 53 ans pour devenir une actrice très demandée. Vous louez sa ténacité. Mais Laura, elle a toujours beaucoup travaillé. Elle a eu aussi des nominations à l'Oscar. Donc, on a eu elle le méritait, voilà, elle le méritait. Mais elle ne l'avait pas eu encore. Ouais. Non, elle avait eu des nominations, mais elle n'avait pas eu l'Oscar. Ouais. Oui. Et la reconnaissance qui va avec. Ouais. Oui. Vous louez quand même la ténacité de cette actrice que vous connaissez bien, sa longévité. C'est pas si simple dans le milieu de durer. Oui, comme tous les métiers, c'est difficile de les maintenir dans le long temps. C'est plus difficile aussi quand on est une actrice. Parce que très souvent, comme dans la mode, dans le cinéma, il y a une espèce de préférence pour les jeunes femmes, pour que les femmes soient jeunes et pas âgées de 53 ans comme Laura. Donc, ce n'est pas seulement le triomphe de Laura, mais c'est le triomphe de nous tous, sur cet Oscar à elle. Et l'an dernier, justement, vous aviez accompagné, vous, Isabella Rossellini, la cinéaste Lina Wertmüller, la réalisatrice de Pasqualino en 1975, récompensée aux Oscars pour l'ensemble de son œuvre. Elle a appelé à renommer un Oscar au féminin, à le renommer Anna. Elle est drôle, Lina, elle est drôle comme tout. Donc j'étais à l'Oscar pour donner l'Oscar à la carrière à David Lynch. Et Lina, c'est la merveilleuse Sophia Loren qui a donné l'Oscar à Lina Wertmüller. Mais Lina a refusé de parler en anglais parce que, je ne sais pas, elle est embarrassée, elle avait peur de faire des erreurs. Donc je suis montée sur le plateau. Parce que les gens de l'Oscar, ils ont dit « Isabella, monte, tu vas faire la traduction. » Sophie a dit « Ah non, je ne vais pas faire la traduction. » Donc, ils m'ont jeté et j'ai fait la traduction de ce que Lina disait, que c'était extrêmement drôle. Donc, pourquoi l'appeler Oscar? Il faudrait l'appeler Anne. C'était de l'humour, mais c'était aussi une manière d'attirer l'attention sur la place des femmes dans ces cérémonies et dans le cinéma hollywoodien. Elle attirait dans le cinéma de tout le monde. Du monde entier d'ailleurs, c'est vrai. Oui. Et sur cette idée que vous avez déjà commencé à expliquer, qu'il y a quand même des périodes dans la vie d'une actrice qui sont plus ou moins compliquées, et notamment, quels sont les âges, 40, 50 ans, où beaucoup de femmes sont absentes des films. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, avec les séries, quelque chose est en train de bouger? Oui, je crois que les séries, parce que la difficulté du cinéma, c'était que les gens qui allaient au cinéma, la plupart des gens qui allaient au cinéma, c'était des jeunes. Donc, ils n'étaient pas tellement intéressés à la vie des gens d'entre 50 et 70 ans. Après 70 ans, on peut toujours jouer les sorcières, les grands-mères, il y a des rôles. Mais quand on est dans cet âge un peu ambigu, qu'on ne peut pas être femme fatale, parce qu'on est trop vieux, on ne peut pas être de love interest, comme disent les Américains, la naïve ou la femme qui tombe amoureuse, etc. C'est toujours des conventions, hein, je veux dire, c'est pas la réalité, la vie est beaucoup bien plus compliquée que les films. Mais c'est vrai que maintenant, les séries, du fait qu'on les voit chez soi, a ouvert peut-être... Ils arrivent à rejoindre des gens qui ne sortaient pas tellement. Les femmes d'un certain âge, après 45 ans, ils ont les enfants à la maison, ils doivent faire la cuisine, ils ont le travail la journée. C'est difficile pour eux de sortir le soir pour aller à un film. Mais si le film peut être vu chez eux à la maison, comme les séries, on retrouve un nouveau public. Et donc, c'est vrai que nous tous, femmes d'un certain âge, on a recommencé à travailler beaucoup grâce aux séries. Et quand on retrouve un nouveau public cible, on retrouve des comédiennes, des actrices qui répondent aussi à ce public-là, oui. Ce que vous dites. Vous avez tourné récemment dans des séries, Isabella Rossellini? Je n'ai fait une qui s'appelait Shut Eyes pour Hulu. Et on a fait 2 saisons et là, je vais commencer une autre saison. D'ici, quand je rentre aux États-Unis la semaine prochaine, je commence une autre qui s'appelle Julia, basée sur Julia Child, qui était la grande cuisinière américaine qui a appris à faire la cuisine ici à Paris et l'a reproposée en Amérique en faisant une série, elle, de télévision qui a eu un énorme succès. Et ce sera vous, Julia? Non, moi je joue la Simca, qui était la meilleure amie de Julia, qui lui a appris la cuisine française. Julia est aussi allée au Cordon Bleu, mais Simca était son amie. Elle était allée déjà au Cordon Bleu, mais c'était une femme bourgeoise, française, de bonne famille, qu'elle faisait une cuisine délicieuse et lui a appris à Julia. Les séries, c'est une autre économie. Est-ce que pour une comédienne, c'est une autre manière de jouer aussi plus rapide, plus accéléré? Ah non, c'est pas accéléré du tout. Quand on fait une série, oui, c'est accéléré parce qu'on tourne une heure de film dans 8 jours, au lieu que
2 heures de film en 3 mois. Mais on doit signer des contrats pour 6 mois. Parce que quand même, on fait entre 10 et 13 heures de télévision, ou pas de télévision, parce que c'est 13 heures de cinéma, ou comme on peut l'appeler. Et donc, on est obligé de travailler pendant 6 mois. Ça, c'est difficile, les séries. D'ailleurs, moi, j'ai dit à mon agent, je peux faire des séries, mais s'ils sont simplement autour de chez moi, Boston, Philadelphie, moi j'habite à New York, mais pas plus loin que ça. Et Julia, on va le tourner à Boston. Ce que j'avais fait avant, c'était tourner au Canada, et j'ai dû partir au Canada pendant 6 mois par an, et c'était très difficile. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Le retour à Casablanca avec cette scène ultra célèbre, Play It, Sam. On l'entend dire ces mots, votre mère. Il sera présenté, ce film, dans le cadre de cette 8e édition de Toute la mémoire du monde, qui commence le 4 jusqu'au 8 mars à la Cinémathèque de Paris. Quel souvenir vous en gardez? S'il doit rester une image de ce film pour vous, une sensation, une Alors moi, j'étais pas née quand maman a fait ce film, qui a été tourné je crois en 45, 46. Donc j'étais pas née. Et c'est un très beau film, on l'a vu plusieurs fois, parce qu'il passe partout et il est devenu un film très célèbre. Maman disait toujours qu'il aurait pu faire que Casablanca, avoir la même réputation comme actrice, parce que le film l'a tellement signé. Mais le film, quand il est sorti, il a eu le succès, mais c'était après, dans les années 60-70, que le film a acquis cette espèce de réputation de grand film classique américain. C'était après. Au départ, non. Et donc, c'est l'image de votre mère d'avant, c'est ça? C'était l'image de ma mère. Moi, quand je pense à ma mère, je ne la pense pas aussi jeune que ça, parce que j'étais même pas née. 3 fois oscarisée, votre mère, Ingrid Oui. Bergman. Elle a notamment joué dans ce film Casablanca, dont on vient d'entendre un extrait, Pour qui sonne le glas. Jeanne d'Arc, Le crime de l'Orient Express, c'est une longue carrière, un long parcours aussi. Dans Vita et Virginia, de Shania Button, sorti il y a 2 ans, vous étiez la mère, c'était vous cette fois, hein, Lady Sackville, mère de la maîtresse de Virginia Woolf. Qu'est-ce qu'elle apprend à sa fille, cette femme-là? Alors le rôle que j'ai joué, c'était une femme espagnole qui menait pas du tout d'un milieu de la haute bourgeoisie, qui se retrouve mariée avec des aristocrates anglais, et je crois très inquiète de perdre son statut, parce qu'elle était ballerina du flamenco, et elle se retrouve dans l'aristocratie. Donc elle devient extrêmement moraliste, et extrêmement agitée que sa fille a un rapport d'amour avec Virginia Woolf, et il en parle très ouvertement, parce qu'elle a peur que les gens puissent l'accuser qu'elle soit une ballerine du tango, et que voilà, les gènes de l'immoralité se sont passés à la fille. Et donc elle est très sévère par rapport à la fille, parce qu'elle est préoccupée, je crois, pour elle-même. Est-ce qu'elle va perdre son rôle dans la société anglaise? Ce poids des conventions, ce poids de la morale, quand vous avez eu 18 ans, 20 ans, que vous avez grandi, vous l'avez ressenti? Il a pesé un moment sur vos épaules, ou c'était une période en toute liberté, où les parents laissaient aussi leurs enfants extrêmement libres? Il y a toujours des moralités, il y a toujours des contraintes, mais c'est vrai que je suis née dans une famille avec mon père et ma mère qui étaient pas très libres d'une manière immorale, je ne veux pas dire ça, mais ils pensaient avec leur tête.
Par exemple, en Italie, ça n'existait pas le divorce et mes parents étaient divorcés et se sont dû marier au Mexique. Ils ont eu 3 enfants. Mais oui, il y avait quand on était petit, la société italienne très catholique n'acceptait pas le divorce. Et donc, nous, on était une famille de divorcés. Et des fois, on était vus comme des immorales. Mais maintenant, c'est accepté qu'on peut divorcer. Ce n'est pas des immoralités. C'est une tristesse, mais voilà, c'est accepté. France Culture avec l'actrice, réalisatrice Isabella Rossellini. Elle est la marraine de la 8e édition de Toute la mémoire du monde, un festival du film restauré qui se tient cette semaine à la Cinémathèque de Paris. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Roberto Rossellini, il y a des metteurs en scène qui se désintéressent complètement de la cinémathèque et d'autres qui se passionnent pour elle, dont vous. Pour quelle raison? La cinémathèque est très utile puisqu'elle sert pour former le goût, je veux dire, de nouvelles audiences, et puisqu'elle sert à reproposer un tas d'œuvres que le moment de sa sortie, elles ont été mal accueillies ou pas comprises, etc. Et pour vous, Isabella Rossellini, pourquoi la Cinémathèque est un lieu important aujourd'hui, un lieu qu'il faudrait presque sanctifier? Je suis d'accord avec mon père. L'art, quand mon père a fait cette interview, je ne sais pas, probablement dans les années 60, il est mort dans 77, le cinéma n'était encore pas vu comme une art. C'était vu comme une nouveauté, les nouveaux films qui sortaient, mais c'était pas vu comme une art. Et grâce à Henry Langlois et Mary Merson, qui étaient les fondateurs de la Cinémathèque, eux ont vu que c'était une nouvelle expression d'art. Et comme toute expression d'art, doivent être reconnues, protégées, parce que ça peut former des nouvelles générations, ça peut reproposer. Moi, quand j'étais jeune, mais pas tellement jeune, même 30 ans, s'il fallait voir un film, on ne pouvait pas le voir. S'il fallait voir un film d'Arletty, un film de Jean Renoir, on ne pouvait pas le voir. Donc les archives étaient très importantes. Maintenant, on peut les voir. Mais c'est grâce à la politique qu'il a fait la Cinémathèque. Mais parce qu'il a démontré que même le cinéma du passé est un cinéma important qui, pour les étudiants du cinéma, pour les jeunes, pour tout le monde, pas seulement les cinéastes, les nouveaux cinéastes qui peuvent s'inspirer au passé, mais même les gens, quelqu'un qui le cinéma est fantastique et on peut voir plein de choses, plein de fantaisies, plein de réalités. Donc c'est important, mais ça n'existait pas. Ça existait pour la peinture, pour la sculpture, pour la musique. Il y avait une mémoire, Beethoven, Michelangelo, mais ça n'existait pas pour le cinéma. À propos de dette, François Truffaut dit tout devoir à votre père, Roberto Rossellini, dont il a été l'assistant, et qui l'a beaucoup influencé pour son film Les 400 coups, dans un entretien réalisé en 69. Les mots à l'instant de Roberto Rossellini, votre père, c'était en 66. Donc 3 ans plus tard, il lui demande, François Truffaut, pourquoi il a choisi de se faire des films en prise avec le réel, un cinéma d'information plus qu'un cinéma de fiction. C'est assez évident que dans le monde, il y a une espèce de malaise, de confusion générale, de rage, de violence. Tout ça sort de quelque chose. Et moi, je crois que tout ça est dû au fait que notre progrès est tellement extrêmement rapide que nous sommes totalement désorientés. Même les gros moyens, comme la télévision, le cinéma, etc., ont fait de façon que ceux qui ont la possibilité de dire ont une voix gigantesque contre des gens qui n'ont plus de voix, qui n'ont plus la possibilité de répondre. Et c'est ça, je crois, qui sert à créer aussi cette espèce de violence, cette espèce de, comment je pourrais dire, de manque d'équilibre qu'il y a aujourd'hui. Et tout ça, ça me fait beaucoup de peine. Alors je tâche de m'orienter moi-même, voilà. Moi, je veux comprendre ce qui se passe dans le monde. Moi, je veux être bien placé dans les choses, je veux bien comprendre, je veux être jusqu'au bout. Je ne veux pas être pessimiste au départ, je ne veux pas être optimiste au départ, je veux comprendre.
Faire du cinéma pour comprendre, faire du cinéma aussi parce que c'est un besoin réel, un besoin de donner et une importance de la voix à ceux qui n'en ont pas. Il avait cette haute idée, votre père, du cinéma. Oui, complètement, oui. Quand on voit ces films, même si les films de mon père, on parle souvent de néoréalisme, de les films qu'il avait fait après la guerre et de films didactiques, comme les films de Louis XIV. Il a commencé à faire plus tard dans la vie, il a commencé à faire des biographies des gens de l'histoire, comme Pascal, Socrate, Louis XIV. Mais moi, je vois quand même la même envie de découvrir la vie. C'était pas la fantaisie qui l'enchantait, c'était chercher la réalité. Il disait toujours la réalité est bien plus compliquée et bien plus fascinante que la fantaisie. Donc lui était très inspiré par la réalité. Il a cherché. Et la réalité est difficile à comprendre parce que la réalité est complexe. On est dans des périodes de changement encore aujourd'hui dans le cinéma, des périodes comme celle que votre père, autrement formulée, a pu connaître aussi. Alors que certains appellent à faire table rase du passé, il y a aussi un héritage, on l'entend avec vous Isabella Rossellini, un héritage cinématographique à préserver. Et voilà ce à quoi nous invite aussi ce festival du film restauré. Et voilà qui fait aussi du bien à l'heure où le cinéma français se déchire avec en ligne de mire le fonctionnement, le choix notamment de l'Académie des Césars. On est là pour vous face à une querelle entre les anciens et les modernes. Je m'excuse beaucoup parce que moi j'habite aux États-Unis, je suis à Paris depuis 3 jours. Je suis arrivée le jour où il y a eu les Césars. J'étais simplement tellement contente que Fanny Ardant a pris un César parce qu'elle est une grande amie, une amie que j'estime beaucoup, la femme de François Truffaut, qui était très grande amie de mon père. Et j'ai pas tellement suivi le débat. Je m'excuse parce que j'aurais dû, mais quand on voyage et j'habite à l'étranger, j'ai pas suivi les débats en France. Qui sont un peu les mêmes qu'aux États-Unis finalement. On sent qu'aussi on est emporté un peu par cette vague MeToo et cette vague qui questionne à la fois les violences faites aux femmes mais aussi leur représentation au cinéma. C'est aussi ça qui se joue actuellement en France. Je ne sais pas quoi dire parce que sur MeToo on peut rien dire parce que dès qu'on dit quelque chose, il y a quelqu'un qui se fâche. C'est tellement chaud que je me préfère ne n'en pas parler. Alors on n'en parle pas. Et on rappelle que ce festival du film restauré, qui débute aujourd'hui à la Cinémathèque de Paris avec vous pour marraine Isabella Rossellini, va présenter pas moins de 30 restaurations récentes, parmi lesquelles cette année le déchirant voyage à 2 de Stanley Donen dans une toute nouvelle restauration. Elephant Man aussi de David Lynch, restauré avec le même soin que Blue Velvet dont on parlait ensemble, et bien d'autres films dont la liste ou le programme en tout cas est à retrouver sur le site de la Grande Table sur franceculture.fr. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. France Culture, l'esprit d'ouverture.